Oui, ce qu'on peut dire par rapport à la SLA, c'est que la trachéotomie n'est pas une étape obligatoire dans la SLA. Elle est même discutée, elle est à proposer dans certains types de SLA, dans certains types d'évolutions. Probablement pas dans toutes les SLA, loin de là. Il y a d'autres procédés de ventilation qui sont plus doux que la trachéotomie, type ventilation au masque nasal, oxygénothérapie d'abord, c'est tout simple, dans le début d'évolution de la maladie. La maladie consistant dans la SLA d'une paralysie progressive qui va toucher les muscles respiratoires, diminuer la ventilation du sujet, d'abord la nuit, avec des phénomènes de fatigue dans la journée, d'endormissement anormaux dans la journée. Et puis cette évolution va se faire progressivement vers une perte d'autonomie de la respiration, et c'est là où on va commencer à discuter des techniques de ventilation. Dans un premier temps, quand il n'y a que des troubles nocturnes, on passe d'abord à une oxygénothérapie, beaucoup plus simple, une petite sonde à mettre dans le nez ou des lunettes nasales, plus facile à installer, très facile à gérer à domicile, mais c'est une étape. Ultérieurement, la paralysie peut gagner et à ce moment-là, on peut être amené à utiliser des techniques de ventilation un peu plus lourdes, avec des machines qui envoient des volumes d'air, le patient n'ayant plus la force musculaire de faire une ventilation correcte. Et le premier procédé est une ventilation plus simple que la trachéotomie par masque nasal ou nasobuccal, qui est donc un procédé qui est non invasif au niveau médical, c'est-à-dire sans intervention chirurgicale, un procédé qui s'enlève, qui se remet à la demande. C'est un temps, là aussi, avec une ventilation qui est très bien supportée la nuit, qui commence à être plus mobilisatrice, plus gênante pour les patients quand la ventilation doit être augmentée dans le temps, notamment des longues périodes dans la journée. Et c'est là où la trachéotomie peut se discuter. Et elle peut être considérée comme un avantage. Mais encore une fois, c'est une balance entre avantages et inconvénients, la lourdeur de l'installation, la présence d'une famille, de tout un corollaire d'associations, de prestataires de services à domicile, étant un facteur indispensable à la réalisation de cette trachéotomie. Et une trachéotomie, ça consiste à faire un orifice au niveau de la trachée, entre deux anneaux, pour introduire une canule qui va servir à ventiler le patient. C'est une intervention qui est assez courte, assez facile. Elle a peu de risques par elle-même. Elle demandera quand même une hospitalisation d'au moins 2 ou 3 jours, voire plus. Dans les premiers jours, on ne peut pas modifier la canule de trachéotomie. Il ne faut pas l'enlever dans les au moins 48 premières heures pour que le trajet se fasse et se forme à la canule. Après, il y aura des manœuvres de changement de trachéotomie. L'avantage d'une trachéotomie pour un patient ventilé est d'avoir d'une part une sécurité, et c'est ce qui est ressenti par les gens qui ont eu une trachéotomie par la suite. C'est aussi une liberté, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est une liberté avec une autonomie qui est bien meilleure que dans certains autres procédés de ventilation. Ceci dit, elle a également beaucoup d'inconvénients, notamment une lourdeur au niveau du domicile, avec une prise en charge qui demande en général une famille très très disponible, très prête à entourer le patient, à faire des actes qui sont habituellement des actes médicaux, type aspiration trachéale, qui sont assez fréquentes, changement de canule, faire face à des situations un peu d'urgence à domicile, une canule qui se bouche. Et puis ça va demander toute une installation, toute une préparation à domicile. Je pense qu'un des problèmes, c'est d'avoir une discussion avec les patients qui ont une SLA, bien avant que les problèmes respiratoires n'apparaissent, déjà pour leur faire comprendre qu'il va y avoir des discussions plus tard sur des modes de ventilation possibles, commencer à leur expliquer les différentes méthodes, voir un petit peu ce qu'ils pourront gérer ou pas gérer. Encore une fois, une personne isolée par rapport à une personne avec un entourage familial important n'aura pas forcément le même devenir. Et à partir de là, cette préparation va se faire. La trachéotomie, le jour où elle devrait se faire, où elle va être programmée, où elle va se faire par nécessité, doit avoir été préparée par ces discussions. Et à partir de la trachéotomie, le retour à domicile ne peut s'envisager que lorsque la famille est formée. La famille doit être formée à aspirer, à faire des soins locaux de canule, à faire des changements de canule. À côté de la famille, il y a un besoin permanent des associations de ventilation à domicile, qui ont un rôle extrêmement important, puisque c'est eux qui vont avoir assuré une présence 24 heures sur 24, qui vont apporter des moyens techniques de changement de canule, de couplage au système de ventilation, parce que la canule n'est pas un tout. Derrière, il y a une machine qui fait la ventilation, qu'il faut paramétrer, régler, surveiller, changer, modifier. C'est leur rôle.
À côté, il y a le rôle du médecin traitant. Il faut qu'il y ait une cohésion importante entre le médecin spécialiste, le médecin traitant, l'équipe de ventilation, la famille et éventuellement des associations qui vont aussi aider, notamment dans le temps. Si la famille est réduite à des occupations professionnelles, elle ne pourra pas gérer 24 heures sur 24 ce patient. C'est ça le gros inconvénient. Le gros inconvénient de la trachéotomie, c'est qu'on se retrouve face à un matériel lourd, un patient totalement dépendant, des problèmes qui peuvent survenir n'importe quand, et un besoin en matériel humain, en présence humaine, qui est extrêmement important. Derrière cette image que l'on connaît de Laurent Rodriguez, qui est quelqu'un d'un dynamisme étonnant, qui sait bouger les barrières, faire adhérer à ses idées, à ses projets, tout un tas de gens, il ne faudrait pas que derrière ce cas-là, qui est un cas un peu d'école, un cas un peu exemplaire, on pense que derrière lui, la trachéotomie est d'une part obligatoire et d'autre part facile. Elle est facile peut-être chez lui, encore qu'elle a pu poser des problèmes. Elle peut être considérée comme facile chez lui parce qu'effectivement, il a un entourage qui est totalement dévoué, qui est en plus un entourage qui est très compétent, qui avait déjà acquis des techniques avant même la trachéotomie. Ils avaient évolué tout autour de cette maladie qui s'est faite progressivement. Mais encore une fois, le cas de Laurent est un cas d'école. Et la trachéotomie n'est peut-être pas bénéfique à tout le monde dans toutes les conditions. Disons ce qu'on peut dire déjà que la SLA, tous les patients sont différents. C'est une maladie qui, chez certains patients, évolue très rapidement. Donc à chaque visite, on s'aperçoit de la dégradation. Et sur d'autres patients qui n'évoluent quasiment pas. Donc c'est vrai qu'on portera plutôt notre attention sur les patients chez qui la maladie évolue très rapidement. Parce qu'on s'aperçoit qu'il faut y aller très souvent. La demande de la famille est très importante, donc on doit intervenir très souvent. Il y a une angoisse, donc on doit être là pour les rassurer, pour leur parler des suites de la maladie, comment ça va évoluer, les différentes étapes qui vont se passer, et les rassurer surtout, dans un premier temps. Disons qu'au départ, déjà, on intervient au niveau du service hospitalier pour déjà former la famille, déjà montrer qu'on est présent. Et dès le retour au domicile, on est bien sûr là, parce qu'au départ, bien sûr, c'est l'affolement, l'angoisse. Donc on doit être au départ très présent. On doit même les soutenir au maximum, sinon on va à l'échec, c'est sûr. Il y a des patients qui nous disent « jamais je n'aurai une trachéotomie » ou « jamais je n'aurai une gastrostomie ». Donc déjà, pour leur faire accepter ça et leur dire qu'on va peut-être améliorer un peu leur quotidien, il faut quand même arriver à le faire passer, Parce qu'il y a des patients qui nous disent « si un jour j'ai une trachéotomie, je ne veux même pas l'envisager ». Donc il faut quand même qu'on ait un rôle psychologique et pas une approche brusque de la trachéotomie. Sinon, le rôle de la famille, je pense qu'il est primordial. Si on n'a pas un noyau familial très soudé, je pense qu'un patient de cette maladie ne peut pas rentrer à la maison. C'est pas possible. L'exemple de Laurent, par exemple, on voit sa femme qui est quasiment une demi-journée à ses côtés. Il y a ses enfants, il y a une aide ménagère, il y a une auxiliaire de vie, il y a une secrétaire. Je veux dire, tout ça, ça fait qu'il a le moral, les soins sont faits. Mais imaginez un patient qui est seul chez lui ou ne serait-ce qu'avec une auxiliaire de vie, je veux dire, elle ne peut pas s'en sortir, c'est pas possible. À tout moment, il doit être aspiré, à tout moment, il a des demandes, il a des angoisses. Je veux dire, il faut tout le temps quelqu'un qui soit à ses côtés pour répondre à tout ça. Si la maladie s'aggrave, bien entendu, on va peut-être obligé de régler un peu les paramètres, peut-être rajouter un peu d'oxygène. Il y a beaucoup d'évolutions dans cette maladie. Ça peut arriver aussi qu'il y ait des infections, donc bien sûr, il faut en parler au médecin, au pneumologue, savoir s'il y a un traitement à faire. On est là vraiment, on est l'interlocuteur famille et médecin. Il faut vraiment que tout ce qui se passe à la maison soit relaté au pneumologue. Laurent, ça s'est plus ou moins bien passé, surtout pour la ventilation, on va dire. Puisque au départ, il était avec une ventilation non évasive. Et on peut dire que sa trachéotomie s'est un peu réalisée dans l'urgence. Il était très réticent à la trachéotomie au départ, donc il ne voulait pas trop en entendre parler. Mais malheureusement, la maladie évoluant rapidement, il a fallu l'hospitaliser en urgence et faire une trachéotomie en urgence. Donc on peut dire que la trachéotomie ne s'est pas très bien passée. Après, il s'est aperçu quand même que ça servait à quelque chose. Et on peut dire qu'après, il a très bien accepté. Par contre, après, pour la nutrition entérale, on a préparé le terrain. Il a fallu quand même plusieurs mois avant qu'il accepte. Il a fallu le mettre en contact avec d'autres patients qui ont des gastrostomies pour qu'ils communiquent, pour qu'ils se renseignent comment c'était, si c'était douloureux, le geste chirurgical.
la nutrition, s'il n'y avait pas d'effets secondaires. Enfin, il s'est renseigné, énormément renseigné. Et puis il a accepté, petit à petit il a accepté, et puis ça s'est relativement bien passé, quoi. Et d'ailleurs, depuis, il est très bien, quoi. Il est très bien, parce que bon, l'alimentation chez lui ne se passait pas très bien. Il faisait beaucoup de fausses routes, et bon, ça devenait dangereux, quoi, de laisser une alimentation normale chez lui, quoi. Donc aujourd'hui, on peut dire que la nutrition se passe bien, il ne maigrit pas, il accepte bien. Surtout dans les phases d'été où il fait très chaud ici, on peut l'hydrater. Et il se rend compte que tout ça, ça lui fait du bien. Mais c'est vrai qu'au départ, bon, la trachéotomie ne s'est pas très bien passée. Je crois que tous les gestes en fait, qu'on pratique sur des patients SLA, dans l'idéal, il faudrait que ça soit préparé un peu à l'avance. D'ailleurs, maintenant, les patients SLA dont la maladie évolue rapidement, on essaie rapidement de préparer le terrain, de leur parler un peu de la trachéotomie et de l'évolution de la maladie, quoi. Ça évite de faire des gestes en urgence. Mais c'est vrai que maintenant, quand on rentre, on a l'impression de faire partie de la famille. C'est vrai qu'ils ont notre numéro de téléphone direct, donc portable. Puis ce sont des gens qui ne sont pas très demandeurs. Donc on sait que quand ils nous appellent, ce n'est pas pour nous embêter. Donc voilà, ça se passe relativement bien. C'est vrai qu'on s'y attache beaucoup. Il est très demandeur, mais on s'y attache beaucoup parce que c'est un battant. Et il donne de la pêche à tout le monde, quoi. C'est vrai qu'à son contact, on a envie que... Il y a toute une équipe vitalaire paramédicale qui s'occupe de Madame Mézard, puisque ça commence, pas dans son cas, mais enfin bon, on lui laisse quand même de l'oxygène en cas de besoin. Ça avait été le cas cet été pour les grosses chaleurs. Donc il y aurait une livraison hebdomadaire d'oxygène liquide, une livraison mensuelle s'il y avait la nutrition entérale. Ensuite, il y a 2 aspirateurs, puisqu'il y a nécessité de doubler le matériel. En cas de panne d'un aspirateur, on en a un deuxième. Parce que bon, c'est quand même du matériel solide, mais bon, qui nécessite beaucoup de maniement. Et bon, et de temps en temps, il y a des pannes. L'aérosol, que Madame Mézard utilise 2-3 fois par jour. Et enfin, le ventilateur. Donc, c'est un ventilateur volumétrique. Grosso modo, c'est juste pour aider à respirer. Ça envoie un volume dans les poumons qui marche à la fois sur ce secteur, mais aussi qui a la possibilité de marcher sur batterie, puisqu'il a une autonomie entre 6 et 8 heures, ce qui permet, en fait, quand le patient sort de son domicile, d'avoir le ventilateur à côté, et puis en cas de nécessité, de fatigue, puisque c'est vrai que dès que le patient fait un effort, il désature pas mal. Donc ça permet d'avoir le ventilateur et d'avoir une certaine autonomie. On passe tous les 2 mois en fait avec Jean-François Mercier qui est l'infirmier vitalaire et moi-même. Donc on change en fait le filtre, le circuit. Il y a un filtre à changer tous les jours qui humidifie en fait la ventilation. On fait les contrôles des volumes de l'appareil, des cycles. Et en fait, surtout le plus important, on met le patient sous respirateur pour voir la saturation d'oxygène. On fait un petit essai et puis l'infirmier en fait prend des notes, pose des questions. Et s'il sent qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, donc il peut à la fois modifier les paramètres, mais toujours en concertation avec le pneumologue. Et en fait, il fait après un rapport, chose que vous ne voyez pas, mais il fait un rapport dès le lendemain qui me transmet, et moi je transmets en fait au pneumologue dans la semaine, ce qui permet en fait d'avoir un lien entre le domicile, le patient et le pneumologue au cabinet, puisque bon, je sais que vous y allez assez souvent le voir, mais ce n'est pas toujours le cas des patients. Donc nous, on remonte les informations en fait. On est là pour, à la fois pour contrôler l'appareil, mais aussi pour remonter les informations auprès du pneumologue. Suite à des bronchites répétées, j'ai dû entrer en clinique pour des examens respiratoires. Le soir, à la clinique, mon épouse, Claude, me coucha et je suis tombé dans le coma. Je me suis réveillé en réanimation. Le docteur Arpaillange, lors de sa visite quotidienne, m'a proposé la trachéotomie pour une meilleure capacité respiratoire et supprimer toutes les contraintes du masque. Bien avant mon hospitalisation, on avait abordé avec Claude ce problème de trachéo. Malgré la lourdeur que représente la prise en charge, elle me laisse le choix. Elle dit qu'elle s'adaptera. Pour ma part, l'envie de vivre, l'envie de voir
mes enfants grandirent, m'ont poussé à accepter la trachéo, seule solution pour continuer à vivre. Vitalaire m'a proposé un support pour mettre le respirateur sur le fauteuil roulant électrique, me permettant de me déplacer, de me balader dans le jardin, de profiter des sorties en voiture pour aller voir mes amis. Pour humidifier l'air envoyé dans mes poumons par le respirateur, j'ai un filtre appelé Hydrobac. Cela évite des tubes supplémentaires et de renverser le récipient d'eau lors de mes déplacements. Ce filtre, il faut le changer chaque jour. Il faut apprendre à tous ceux qui s'occupent du malade à aspirer, car quand les glaires sont dans la canule, on risque un bouchon, et on peut s'étouffer à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Mon épouse a appris à aspirer auprès des infirmières de la clinique. Elle a très vite appris. Il y a certaines précautions à prendre. Ensuite, Claude a enseigné à aspirer à mes filles et à ma mère. Chaque jour, l'infirmière vient chez moi. Elle désinfecte le tour de la canule qui est en contact avec la peau. Elle me change la gaze métalline pour que ce soit plus propre. Elle dégonfle le ballonnet pour décrocher les glaires qui sont dessus. Elle remplace la canule interne par une autre propre. Elle regonfle le ballonnet. Le chirurgien vient à la maison me changer l'ensemble de la canule environ tous les 2 mois. Concernant le nursing de l'infirmière, qui consiste à dégonfler quotidiennement le ballonnet, je vous précise que c'est une précaution très importante pour laisser respirer pendant quelques minutes la muqueuse trachéale au contact du ballonnet, plus que pour laisser descendre les glaires qui constituent la colonne salivaire au-dessus de la canule. Aujourd'hui, en dépit des jours difficiles, je suis content d'avoir choisi la trachéotomie. Malgré la dureté de la vie que je mène, je ne baisse pas les bras. Je lutte et lutterai, ne serait-ce que pour montrer que je tiens à rester auprès de ceux que j'aime. Dans mon cas, le choix de la trachéo a été pris à l'hôpital où j'étais entré pour un encombrement bronchique. J'étais très mal et la trachéo a été l'issue inespérée. Mon entourage a respecté mon choix de vivre coûte que coûte. Ce que je regrette le plus, c'est de ne plus pouvoir parler, marcher, bricoler, rire, plaisanter, de ne plus pouvoir prouver mon amour. Pour ce qui est de la maladie, du moment où j'ai choisi de vivre, et de vivre en cohabitation avec la maladie, je pense qu'il est logique d'en accepter les inconvénients. Mais je dois quand même reconnaître que ma foi catholique m'est d'un grand secours. D'une part, pour l'acceptation de la volonté divine à mon égard, d'autre part, pour la force inimaginable que confère cette acceptation, cette soumission, cet abandon dans une totale confiance en celui qui nous a créés par amour et qui veille sur nous à chaque instant de notre vie. Notre incompréhension ne saurait être en aucun cas le gage d'une erreur divine, mais il doit être un appel à une réflexion, à une remise en question, à une évolution spirituelle forcée, à la limite de l'injustice par rapport à l'immense majorité de ceux qui, étant dotés de santé, de beauté, de fortune ou de grande intelligence, profitent de cette vie, occultant leur destinée dans l'insouciance et l'inconséquence les plus totales. Lorsqu'on est totalement paralysé, vivre avec une trachéo passe inaperçu, comme d'ailleurs le respirateur. Une mouche faisant les 100 pas sur votre front ou votre joue est bien plus exaspérante qu'une trachéo que l'on finit par oublier. La trachéotomie en elle-même ne change rien à la vie d'un tétraplégique. Elle serait certainement une gêne si je pouvais encore faire de la chute libre, du motocross, ou effectuer le saut de l'ange du plongeoir de 5 mètres. Mais dans mon état, la trachéo est un avantage incommensurable, car elle me permet de vivre. Merci trachéo. J'ai une forme un peu particulière de la SLA, c'est-à-dire que bon, je ne suis pas complètement paralysée. Par contre, j'ai développé rapidement une forme respiratoire de la maladie. Tant et si bien que j'ai été essoufflée au moindre effort, c'était très gênant, quoi. Et lors d'une visite chez le pneumologue,
C'était en novembre dernier, donc en 2001. Pendant les gaz du sang, on m'a fait les gaz du sang. Les résultats étaient mauvais. Donc, on m'a prévenu qu'il me fallait la trachéo, qu'il me la fallait rapidement. Et bon, j'avoue que ça a été très très dur d'abord à recevoir, et puis après, tout le travail d'acceptation, tout ça, ça a été très difficile. D'autant que je ne m'attendais pas aussi rapidement à en avoir besoin. Donc, ça a été presque une mauvaise surprise, hein, surtout avant les fêtes, hein, puisqu'il fallait que ce soit fait rapidement. Donc, ça s'est fait en chirurgie ambulatoire, sous anesthésie locale. C'est d'ailleurs pas... Parce que bon, la peau, évidemment, au niveau de la peau, on ne sent rien. Mais quand le chirurgien commence à ouvrir la trachée, d'abord, il y a un moment où on panique complètement parce qu'on a de l'air qui rentre partout, puis on ne sait pas où il rentre, quoi. C'est une drôle de sensation. Et heureusement que bon, j'avais quelqu'un qui maîtrisait très bien, et puis bon, ça s'est passé très vite. Hein, parce qu'il y a eu un moment de panique quand même. Hein. Et puis bon, là, se sont déplacés, et puis voilà quoi. Quand je suis arrivée dans la chambre, il y avait Vitalaire qui était là. Il y avait mon mari, ma fille, on leur a appris à aspirer, tout ça. Bon. Mais moi, ce côté-là ne me tracassait pas, j'étais à l'aise, puisque de toute façon, je pouvais leur montrer, le contrôler. Et puis bon. Mais bon, non, le soir même, j'étais à la maison. Bon, j'avais un peu peur, hein, parce qu'on se dit, bon, comment ça va se passer? Puis non, finalement, c'est assez bien passé. Et puis bon, l'infirmière est arrivée le lendemain matin, j'ai pris ma douche comme d'habitude. Ça a été... Bon, et puis ils se sont bien adaptés, quoi. La famille s'est bien adaptée. Il vaut toujours mieux faire ce genre de choses avant qu'il y ait une urgence vitale, parce qu'on a le temps de se préparer psychologiquement, etc. Et puis bon, il faut dire qu'on peut aussi ne pas être récupéré d'un coma. Hein. Donc, si on attend de faire un arrêt cardiaque, c'est pile ou face. Hein. Bon, de toute façon, moi, je savais bien que de toute façon, si je me disais non, si je continuais sans la trachéo, bon, mais j'en serais arrivé que j'aurais fini par ne plus pouvoir respirer, ou à la demander, ou à mourir et complètement étouffée. Donc, non, je pense c'est sûr qu'il vaut mieux le savoir avant. Se dire qu'on va bien se préparer, mais on se rend compte qu'on ne l'est pas, en fait. Qu'on ne l'est jamais complètement. Et que même quand on sait ce que c'est, ben, quand on l'a, c'est autre chose. C'est parce qu'on ne s'attendait pas à tous ces petits problèmes qui se greffent. Et on n'est jamais préparé à fond, ça, c'est sûr. C'est la faute de personne. Ça. On ne peut pas s'imaginer que la vie peut être aussi difficile. Bon, mais on sait bien que la SLA, c'est pas une maladie sympathique.